Bonjour à toi, cher spectateur qui aime l'espionnage, mais élégant, subtil et qui fait pas beaucoup de bruit. Donc un anti-James Bond. Et bienvenue donc dans le nouveau long métrage déjà de Steven Soderbergh, à peine un mois après la sortie de Presence, qui se nomme The Insider, ou en version originale Black Bag. Allez expliquer pourquoi encore une fois on a un titre anglais pour un film qui a déjà un titre anglais. Mystère et boule de gomme. L'histoire, nous allons suivre George et Catherine qui sont un couple sur le papier parfaitement régulier, tout ce qu'il y a de plus clean, magnifique, élégant, classe, riche, tout ce que vous voulez. Mathématique et robotique. C'est ça, mais ce sont des espions. Et dans cette histoire d'amour, somme toute très classique, George va découvrir que Catherine pourrait potentiellement être une taupe au sein de son agence. À partir de là, va commencer un jeu du chat et de la souris pour savoir si c'est le cas, si peut-être il serait manipulé par d'autres personnes, si peut-être il y a un complot international, si peut-être il y aurait la Russie ou l'Ukraine qui serait mêlée à tout ça. Allez savoir. Bref, nous sommes dans un vrai film d'espionnage à l'ancienne. Pour en parler avec moi, j'ai pensé film très esthétique, j'ai pensé réalisateur tout de même très cinéphile, mine de rien, un réalisateur qu'on connaît bien tous les deux, donc j'ai pensé à toi mon cher Mathieu. C'est très gentil à toi, mais je mettrai un bémol sur ta présentation, parce que, vois-tu, il y a un secret dans ce film, Ouh là là. et ce secret, en fait, c'est le genre du film. Le film n'est pas un film d'espionnage. Pas vraiment un film d'espionnage, j'aurais dit. Mais est-ce que tu peux nous dire quel type de film, en fait, c'est? Alors moi j'aurais dit que c'était un thriller romantique avec un petit peu d'agent secret en toile de fond, mais je pense que tu vas me trouver une autre option, vas-y Et dis-moi. non. En fait, il se trouve que c'est une comédie à l'anglaise. Monsieur Soderbergh, très bon réalisateur américain, explore des genres nouveaux à chaque fois, et là il fait une comédie à l'anglaise, plus proche de Arsenic et Vieille Dentelle que de Monty Python toutefois. Oh oui, oui, clairement, clairement. Mais je vais étayer ce point de vue C'est après. pour ça que j'adore t'avoir dans ces vidéos, mon cher Mathieu. Non, bah, je vais pas beaucoup placer de contexte, puisqu'en fait, il n'y en a pas énormément, parce que j'aurais envie de vous replacer quasiment le même contexte qu'il y avait sur Presence, c'est-à-dire que Steven Soderbergh, il aligne les projets à l'appel, quand il fait pas 2, 3, 4 films par an, il arrive à les resserrer pour faire en sorte que, voilà, en début février, on a Presence, mi-mars, on a The Insider. C'est quelqu'un qui est très prolifique et qui a décrété que la retraite qui s'était promise après Ma vie avec Liberace, il allait la mettre au placard et qu'il allait bien comme il faut la mettre au placard. Et on le remercie pour ça. Et clairement, au vu des projets qu'il nous livre. Parce que Soderbergh, je l'ai déjà dit, mais c'est un esthète. C'est un cinéaste qui tente beaucoup de choses. C'est un cinéaste qui est un électron libre au sein du cinéma américain, qui arrive à se mêler à des énormes projets pétés de thunes comme Ocean's 11, 12 ou 13, et qui à côté est capable de livrer des petits thrillers expérimentaux comme Paranoia, où il prend un iPhone et il se dit où est-ce que je pourrais le mettre pour faire des plans de caméra que personne ne fait d'habitude. C'est un cinéaste qui aime tenter des trucs, qui aime expérimenter et qui aime aussi tout simplement faire des bons films. Parce que Presence c'était bon, Presence c'était intéressant, mais on pouvait se demander si le fait que les deux sorties soient rapprochées, ça allait pas donner lieu à un film bon et un film un peu plus bizarre, ou en tout cas un peu plus biscornu. Ou plutôt un film un peu plus convenu. C'est ça, aussi. Exactement. En sachant que, c'est bon de le rappeler, mais il fait exactement comme sur Presence, équipe avec David Koepp à l'écriture. David Koepp qui, encore une fois, je l'ai déjà dit, c'est un scénariste voilà, qui est plus que renommé, Fenêtre secrète en tant que réalisateur, pour ne citer que ça. Bref, contexte placé. Mon cher Mathieu, qu'as-tu pensé de ce The Insider? Alors, il faut toutefois rester prudence gardée et raison pas trop étalée. Le film n'est pas le meilleur Soderbergh, loin de là. C'est un bon film, c'est un très bon film en tant que tel. Par rapport effectivement à la carrière de Soderbergh, c'est un film, moi je dirais qu'il est plutôt dans sa petite moyenne. Mais ensuite, il y a simplement le fait que c'est un bon film, bien écrit, bien réalisé, bien joué. Donc on ne gâche pas son plaisir. Donc moi franchement c'est le genre de film, tu lui dis pas non, voilà. Ah bah clairement pas, clairement pas. C'est ça. Non, bah je vais te soutenir là-dessus. Moi, j'avais un petit peu peur en fait parce que David Koepp, comme j'ai déjà pu le souligner sur Presence, c'est quelqu'un qui peut vite sombrer dans des travers de composition narrative un peu convenus. Et j'avais peur que sur un film sur le papier qui se pose comme de l'espionnage, parce que on en parlera, mais c'est vrai qu'il y a un mélange des genres qui est assez savoureux de la part de Soderbergh ici. J'avais un petit peu peur en fait que ça soit le film qui passe son temps en fait à vouloir tout expliquer, tout surligner et tout bien mettre en avant pour que le spectateur c'est un peu normal sur certains points, parce que effectivement, quand tu as des personnes qui sont leur métier c'est de faire semblant
et justement qui font semblant avec des personnes qui font semblant, arriver à démêler effectivement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire exactement, c'est un peu difficile. Ah bah c'est le bazar. Bah, autant tout de suite pointer un point, si je devais vraiment faire ressortir ça, qu'on développera ensuite. Peut-être le film demande une attention quasi constante de la part du spectateur, ce qui peut être un petit peu tendu par moment, parce que honnêtement, il y a des scènes où j'étais réellement en train de me dire, concentre-toi, parce que sinon tu ne vas rien comprendre à ce qui se passe entre ces personnages. C'est un film qui est bourré d'informations, qui est bourré de sous-textes, qui est bourré d'envie de vouloir faire à la fois des parallèles entre les relations des personnages et les relations d'espionnage qu'il y a dans le globe, je pense, de manière générale. C'est un film très verbeux, mais pas dans le mauvais sens. Dans le sens où il y a des films verbeux qui sont parfois un peu pompeux et un poil lourdins qui ont tendance à saouler les spectateurs. Là, c'est vraiment verbeux dans le sens où il faut rajouter de la parole pour s'amuser un petit peu avec le spectateur, pour le diriger vers des pistes, pour ensuite amener d'autres résolutions et ensuite amener la clé finale qui va lui faire remettre en perspective toute cette petite aventure et tous ces personnages. Le film a d'ailleurs un joli travail de boucle qu'on évoquera un petit peu au niveau de l'écriture qui, je trouve, est très ludique et très amusant. Comme le disait quelqu'un que j'ai rencontré à la fin de la séance, ça fait un peu Cluedo. Il y a ce côté savoureux de se dire on va suivre des personnages, on va pas savoir qui manipule qui ou comment ça se passe, quel est le fond de l'histoire, qu'est-ce qui doit arriver à ses protagonistes. Et je trouve que Soderbergh s'amuse plutôt bien de ce genre-là, parce que ce type d'intrigue d'espionnage, il l'avait jamais expérimenté, je pense. Exactement. Il s'était déjà amusé avec le genre, avec des films comme Piégé ou même d'autres longs métrages qui sont malheureusement sortis. Voilà. Trafic, qui était un peu plus... Ah, et qui est plus américain. Ah, c'est ça, beaucoup plus américain. Et là, justement... Tu l'as bien fait remarquer, et donc la personne que tu as rencontrée sur Cluedo a tout à fait raison, c'est effectivement, il y a un esprit anglais dans cette histoire-là. Un jeu de pistes. Et surtout, ça se voit pour une raison bien simple, il parle énormément de cul. Et ça, ben, pour moi, ça me renvoie tout de suite à notre cher, comment il s'appelle, le prince de la décadence, celui qui a écrit l'importance d'être constant. Je l'aurais pas. Ah, mon Dieu, je l'ai sur le bout de la langue parce que j'ai pas d'y penser. Oui, non, oui. T'inquiète pas, on va le retrouver. Oscar Wilde. Oscar Wilde, voilà. Donc, l'importance d'être constant, une comédie de mœurs qu'il a écrite aussi, où on parle effectivement de cul tout le temps, mais avec le côté feutré ici d'espion, là-bas d'aristocrate. Et justement, c'est le principe de la comédie à l'anglaise, justement, le côté arsenic et dentelle, c'est que il y a du sous-entendu dans les phrases, ou des phrases qui sont piquantes, qui sont utilisées à chaque point de vue. Et justement, je ne sais pas comment a réagi ta salle, parce qu'on n'a pas regardé le film en même temps. Ma salle, quand même, ne riait pas aux éclats, mais on avait quand même de bons rires au bon moment, parce que même si on se dit « Ah mais oui, c'est quand même une histoire avec des espions, il y a des risques, il y a un MacGuffin sur des incidents nucléaires, qui est donc... une grosse tension, mais quand même, il y a des moments où c'est tellement bien agencé, la façon dont on retourne le truc, c'est vraiment de la blague à l'anglaise, avec tout ce flegme qui est extraordinairement bon. Le truc tout simple à la base, tu as le personnage principal, George, donc au début du film, qui cuisine pour un dîner, et il dit à sa femme, tu ne prendras pas de tigis, mais celle-là, je l'ai un peu assaisonné avec de la drogue. C'est de l'humour anglais à son meilleur, je trouve. Non mais oui, tu fais bien de le pointer du doigt, c'est vrai que j'avais pas forcément remis ça en perspective, mais c'est vrai que le film en fait est très amusant en fait avec nous. Je te propose qu'on saute tout de suite dans l'écriture parce qu'on a déjà commencé un petit peu à évoquer ça, mais donc David Koepp, qui est tout de même un scénariste qui est très reconnu, c'est vrai que c'est assez surprenant de voir un Américain se prêter à ce jeu-là justement de la... Enfin, en fait, c'est un film qui va broder autour de plein de possibilités. C'est un film qu'on peut voir avec beaucoup de premier degré et se dire vraiment c'est un thriller d'espionnage avec des histoires de conspiration internationale, des choses comme ça. On peut aussi se dire tout simplement que c'est un espionnage romantique avec ce couple qui se retrouve mêlé au milieu de cette affaire internationale. On peut se dire aussi que c'est Petit meurtre entre amis, avec cette histoire de copains qui sont visiblement au sein de la même agence mais qui ont l'air de partager des cochonneries, des petites coquineries les uns avec les autres. Qui s'envoient des fions, mais qui normalement devraient faire balancer les assiettes, et pourtant il reste bien anglais, élégant, autour de classe. Tu as couché avec Machine, mais tu ne serais pas allé dans tel hôtel plutôt avec Machine? Oui, tout à fait. Et oui, alors, je te déteste. Je te déteste. Oui,
Je te hais du plus profond de mon âme, mais c'est pas grave. On s'est pardonné, elle m'a pardonné, on continue à coucher ensemble. Mais c'est ça du coup qui donne le petit côté savoureux en fait de cette écriture. Je pense que David Koepp, il a réussi à contrebalancer son côté classique et parfois un petit peu usant de l'habitude qu'il peut y avoir dans ce scénario, avec cette idée justement d'amener ce petit flegme qui fait que du coup tout est compensé ou en tout cas tout est contrebalancé par les personnages. Et du coup ces personnages deviennent intéressants à suivre parce qu'on se dit qu'est-ce qui va encore se balancer comme crasse, ou alors qu'est-ce qui va se passer pour faire en sorte qu'à ce moment-là, tel protagoniste se retrouve mêlé à telle affaire. Enfin, je pense que c'était sa petite récréation à David Koepp. Donc franchement, moi en tout cas je me suis régalé, je pense que toi aussi. Ah bah oui, non, mais c'est savoureux. On se fait plaisir. Oui, non, c'est ça. Bah, en fait, on est loin de passer un mauvais moment parce qu'on sent que David Koepp, ce qu'il veut amener, c'est pas forcément une immense profondeur dramatique. On sent qu'il y a un petit contexte politique qui est amené au sein de cette structure et au sein de ce MacGuffin qui est supposé driver, entre guillemets, toute l'aventure des personnages. Mais on sent que son but premier, c'est juste de se divertir, en fait. De se dire qu'est-ce qu'il y a d'aussi savoureux que de voir des espions se comporter juste comme des couples normaux qui auraient des problèmes de couple et qui essaieraient de les régler à la fois sur le territoire professionnel mais également sur le territoire personnel. Et finalement, c'est ça qui fait la saveur de ces scénarios, c'est cette sensation de voir le personnel mêlé au professionnel, de voir des espions qui parlent de coucherie quand ils sont au boulot juste à côté d'un truc qui... Ce soir au théâtre, vaudeville. Non mais c'est ça, c'est un côté vaudeville en fait, mais vaudeville très sérieux par contre. Hein. C'est vraiment vaudeville pris avec beaucoup de recul et c'est vraiment... Enfin, si vous démarrez les premières minutes, c'est très cadré. Hein. C'est genre tout de suite, on a une histoire de taupe, on a une histoire de agent double, on a un personnage qui est placé qui genre, bah tu sais, il y a peut-être ta femme qui est mêlée à cette histoire-là et ça tout de suite, oh là là, ça va être macabre. Et puis d'un seul coup, tu as cette scène de repas et tu te dis, est-ce que ça va être vraiment si glauque que ça en fait? Non, ça va être jubilatoire. Ben oui, c'est ça. Mais du coup, on s'amuse, on prend son pied, on s'éclate. Mais après, par contre, je vais pas vous mentir, c'est un film qui parle beaucoup, comme on l'a évoqué au début. Oui. Et sur des questions qui sont difficiles à suivre, parce que justement, c'est des jeux de dupes à chaque fois. Donc, arriver à bien tout connecter, c'est parfois difficile. Ouais. Mais c'est l'exercice qui veut ça. C'est ça. C'est ça. Donc mais là aussi, si vous préférez le jeu de cette famille plutôt que le Cluedo, c'est plus difficile. Mais ça donne lieu à des scènes qui sont très savoureuses. Enfin, moi, ces entretiens de psy qui sont très amusants parce qu'ils partent dans une direction et puis d'un seul coup, ils ont un petit revirement ou alors il va juste y avoir une petite punchline balancée par un personnage. Cette scène de repas au début. C'est ma meilleure rupture de toute ma vie. Ah oui, non franchement, je me suis éclaté. Franchement, je me suis éclaté. Tu es une vraie emmerdeuse. C'est génial parce qu'en un sens, tu vois, maintenant que tu m'as donné cette perspective, je me dis, mais attends, balancer sur une scène de théâtre avec beaucoup plus de drôlerie ou en tout cas beaucoup plus de décalage, c'est vraiment des punchlines qui font vraiment des vaudevilles de couple, genre oui, tu m'as trompé avec ma maîtresse. Je sens que tu vas aller le revoir là. Mais oui, je vais le revoir pour essayer de voir le petit... Mais en fait, c'est ça qui est drôle avec ce genre de film, c'est que tu pars dans une direction et tu te dis, vas-y, je vais le regarder très sérieusement. C'est un thriller d'espionnage avec des histoires de complot international, avec potentiellement un truc qui pourrait détruire un réacteur nucléaire. Et de l'autre côté, tu te dis... En fait, c'est juste des couples qui se balancent des grosses punches à la gueule en mode toi t'as couché avec machin, toi t'as couché avec machin. Et du coup, ça fait que ces petits dialogues, ils ont cette saveur. En fait, c'est drôle parce qu'on se retrouve avec une structure dramatique. Si on la regardait avec beaucoup de premier degré, on pourrait se dire bon, bah, c'est n'importe quel film d'espionnage que j'ai déjà vu avec des histoires de complot, d'agents doubles, de taupes, etc. C'est même assez simple puisqu'il y a très peu de décors. Tu as la maison de Georges et Catherine. C'est ça. Un passage à l'agence, un passage dans le bureau du psy. Et puis ensuite, on retourne à la maison, tout simplement. C'est ça. Il y a quasiment rien de plus. Hein. Et tu viens de le citer, il y a ce côté boucle aussi de l'écriture, c'est-à-dire que c'est clairement une écriture qu'on pourrait presque mettre en miroir, dans le sens où on a l'impression que les personnages font des allers-retours, mais que ça a une cohérence par rapport à la dramaturgie, que c'est pas juste là pour dire ouais, bon, on a fait en sorte que la première scène, ce soit dans cet endroit-là, et la dernière scène dans cet endroit. On sent que c'est un côté plus jovial de genre... Dis-toi que tu vas forcément faire une boucle parce que cette histoire, elle a une logique de boucle. On commence en s'engueulant, on finit en s'engueulant. Mais il faut que ça ait de la cohérence. Alors, je ne dirais pas qu'ils finissent en s'engueulant, au contraire. Oui, non, disons que l'engueulade se résout très très vite dans ce cas-là, oui. Si... Et d'ailleurs, cette fin, moi, ça m'a fait un peu penser à Intolérable cruauté. Oui. Tu vois, alors, c'est pas du tout le même style que frère Cohen, hein, bien entendu, mais il y a quand même ce côté... cynique, mais du bonheur dans le cynisme. Cette acceptation de la règle, d'une règle de jeu un peu perverse, ouais, c'est quelque chose qu'on peut trouver aussi donc, dans des films comme les films de frères Cohen, dans pas mal de films effectivement, qui manient bien le second degré. C'est ça.
Mais tu viens... Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, ce qui fait la force de ce genre de film, c'est de ne pas avoir un seul niveau de lecture. C'est de se dire constamment que les personnages peuvent être remis dans une nouvelle perspective qui leur donne une nouvelle dimension. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait la force des bons scénarios qui se disent pas « je ne suis qu'un seul plan de compréhension ». Je suis plusieurs niveaux d'interprétation qui me permettent en tant que spectateur de me dire soit je regarde ça sérieusement, soit je m'amuse, soit je passe juste un moment à mêler entre ces différentes strates d'interprétation et de me dire est-ce que le film ne me raconte pas beaucoup plus que ce que je n'ai simplement qu'envie de voir au travers de ce genre qui est convoqué. Et c'est ça qui fait la force, je pense, de l'écriture de David Koepp ici, c'est qu'il a réussi à trouver plusieurs strates de compréhension qui donnent à son scénario classique des dimensions dans lesquelles tu peux te dire en tant que spectateur « Ah tiens, ça me surprend ». Très bien brodé, très bien brodé. En termes de mise en scène, encore une fois, moi Steven Soderbergh m'impressionne parce que le film est très élégant, très sobre. Ah, sobre, ça c'est beau. C'est-à-dire, je pense que après Presence, il a dû se dire, bon, Presence, j'ai tenté un gros pari technique avec cette caméra qui est constamment en train de suivre les personnages et qui fait presque partie en fait de la diégèse du film, dans le sens qui est un personnage à part entière. Exactement. Je pense qu'il a voulu se dire ici, prenons un peu plus de recul et faisons en sorte que ce film soit plus simple, mais qu'il ait tout de même cette classe et cette élégance à la Soderbergh. C'est-à-dire que moi j'adore les mouvements de caméra de Soderbergh, c'est-à-dire que dès le premier plan du film, on sait dans quoi on est placé. C'est un long plan séquence qui va suivre le personnage de dos, on va être littéralement sur ses épaules, c'est très classe, c'est très suave. En même temps, il y a ce petit côté infiltration qui place tout de suite le genre dans lequel on se trouve, c'est-à-dire on n'est pas perdu, il y a tout de suite le lieu dans lequel on se trouve, il y a tout de suite la date, ce qui est amusant d'ailleurs d'avoir ce côté... Et d'ailleurs, c'est pas des dates avec... C'est des jours. Voilà, c'est pas... tel mois, tel numéro, etc., telle année, c'est effectivement, comme tu as dit, les jours. Samedi, dimanche, lundi, mardi, et ainsi de suite. C'est ce qui permet d'avoir un cadre. Aussi, justement, parce que, évidemment, c'est une boucle aussi, puisque à la fin, on se retrouve de nouveau un vendredi. Exactement. Le petit repas du vendredi soir, le petit apéritif dînatoire. Avec un nouveau tapis. Avec un nouveau tapis. Mais c'est ça qui est amusant avec Soderbergh, c'est que là on sent qu'il a voulu convoquer mais quelque chose qu'il n'a pas forcément l'habitude d'utiliser. Bon, Soderbergh, on sait si vous regardez un petit peu ses films, c'est quelqu'un qui est très adepte de la comédie, on va dire un peu plus, je dirais pas un peu plus cash, mais un petit peu plus loufoque, ouais. J'ai tout de suite en tête The Informant, moi qui pour moi est peut-être l'une de ses meilleures comédies à l'heure actuelle. The Informant, c'est vraiment le genre typique de comédie où on sait que la blague ne vient pas comme quelque chose de vraiment détonnant dans l'instant, c'est plus au fur et à mesure qu'on avance et au fur et à mesure qu'on se laisse embarquer par ce personnage, parce que si vous avez jamais vu The Informant, regardez The Informant, c'est exceptionnel comme comédie, en plus c'est basé sur une histoire vraie mais qui est complètement surréaliste, mais ce qui l'amuse, c'est justement de faire en sorte que cette comédie, elle soit subtile, elle soit vraiment là, mais sans que tu aies forcément besoin de la ramener à grands coups de truelle. C'est ce qui faisait la force des Oceans. Ouais. C'est que premier degré, c'est un film de braquage, mais l'élégance des personnages, le flegme de leur dialogue, les punchlines qui se balancent des fois, les petites répliques cinglantes qui vont fuser. C'est un petit peu le Billy Wilder de notre époque. Hein. Peut-être, parce que Billy Wilder, c'était un très très grand réalisateur qui était très éclectique. Là aussi, c'est un réalisateur qui se pose surtout la question comment bien dire ce que j'ai envie de dire avec un plan simple. C'est ça. C'est pas quelqu'un qui a une patte comme pour l'avoir Sam Raimi par exemple, ou qui est très stylisé. C'est plutôt justement le côté sobre, mais surtout le côté très efficace de la mise en scène. J'aurais dit quand même que visuellement c'est facile d'identifier un film de Soderbergh, je ne saurais pas vraiment dire précisément, mais il a une manière de travailler l'esthétique de ses métrages. Déjà j'ai l'impression que la plupart du temps ces films ont un espèce de, pas de filtre, mais une espèce d'esthétique, tu sais, où on dirait que c'est un tout petit peu embrumé. Oui, alors l'image. C'est un truc que j'ai remarqué sur cette image, j'ai l'impression que la lentille qu'il a utilisée fait que le détour est vraiment très très circulaire. C'est ça. Et ça donne un côté un petit peu étrange. Mais en même temps, c'est très beau, hein. Ça reste très beau. Ah non, non, mais sans doute que c'est peut-être un des éléments qui permettrait de voir sa signature dans... je pense que c'est le cas, parce qu'il n'y avait pas forcément ça sur Presence, mais Presence avait un style tellement tranché et tellement atypique que ça aurait été difficile. C'est plus le dispositif, et au final, même dans la manière du dispositif, on pourrait presque trouver une espèce de lien tacite à faire entre Presence et le premier plan de The Insider, puisque le premier plan de The Insider, c'est comme si littéralement on ressortait de cette présence. Enfin, ouais, là je surinterprète bien évidemment, mais je trouve que dans la mise en scène de Soderbergh, il a déjà une très belle approche des personnages, il a une très belle approche du dialogue, il a une très belle approche du plan fixe. Oui. Soderbergh, c'est pour moi un génie du plan fixe, c'est-à-dire que vraiment il est capable de très très bien placer sa caméra, de pas la faire
pas faire des plans ultra symétriques. Son objectif, c'est pas de faire du Wes Anderson ou de faire quelque chose qui soit trop appuyé. Mais par contre, les plans fixes qu'il construit, bah, j'ai un plan qui me vient en tête. C'est un plan d'interrogatoire sur la fin, lorsqu'il est en train de faire la machine pour vérifier le polygraphe. Et ben il y a un plan à un moment où il va tout te mettre dans le cadre, mais de manière tellement subtile et tellement juste. Enfin, en gros, il y a le personnage interrogé, il y a l'interrogateur, il y a les 3 écrans qui permettent de vérifier, tu vois les 3 caméras qui permettent de checker les réactions au niveau du visage de la personne, et tu te dis, la vache, il n'y a rien qui est mal utilisé dans ce cadre. Tous les pores du cadre sont parfaitement rentabilisés pour faire en sorte que ça ait de la gueule, et surtout que tu saches dans quelle situation tu es posé. Et je me suis dit ça tout du long du film. Je me suis dit que Soderbergh, il arrive à faire en sorte que quand il doit mettre un plan fixe, le plan fixe, c'est une cohérence par rapport à ce qu'il doit montrer des personnages. Les plans autour de la table du repas, ils sont excellents. C'est ce que je te disais avant qu'on nous montre pour faire cette vidéo. C'est un réalisateur qui va être étudié dans les facs de cinéma parce que c'est quelqu'un qui fait des films quasiment parfaits, même si c'est pas des films justement qui peuvent forcément plaire au public. Parce que, justement, je crois pas qu'il cherche tant que ça. Alors, il cherche à avoir un public à lui, mais il cherche pas à plaire au public. Il cherche à donner quelque chose qui vaut le coup d'être vu. C'est ça. Et ça, malheureusement, ça ne paye pas toujours. Ah bah ça, je te le fais pas dire. Mais par contre, encore une fois, moi ce que j'adore aussi, c'est l'ambiance qu'il donne à son long métrage. Et là, pour le coup, il faut que je souligne encore une fois, parce que moi c'est un de mes compositeurs préférés, le travail de la musique de David Holmes, qui ne travaille quasiment qu'avec Soderbergh. C'est un mec, donc, il a des groupes de musique à gauche et à droite, il a fait plein de trucs, il a travaillé avec beaucoup de monde, mais il ne travaille quasiment qu'avec Steven Soderbergh pour faire des compositions de bandes originales de films. Ces compos, à chaque fois, elles sont impressionnantes. Elles ont un petit côté jazzy, un petit côté très libre, très... On part dans tous les sens et pour autant on reste clair, et je trouve ici qu'il a réussi à amener une ambiance avec sa composition musicale qui est vraiment excellente et qui encore une fois participe à l'ensemble du film. Je trouve que le film gagne en cachet, gagne en force, gagne en puissance parce qu'on sent que Soderbergh est parfaitement complété par des techniciens qui le comprennent à côté. Et ça, on pourrait citer aussi le directeur de la photographie, on pourrait citer aussi son monteur, même des fois c'est lui mais sous un pseudo. On sent qu'il y a une lecture parfaite en fait de comment rendre ça clair, net, précis. Et encore une fois, je le disais dans l'écriture, on peut se perdre avec les dialogues. Pour autant, je trouve que Soderbergh accompagne assez justement et correctement le spectateur pour faire en sorte que même s'il se sent un petit peu perdu, il ne va jamais complètement l'être. Parce qu'il va y avoir une scène qui va ensuite contrebalancer, où il va y avoir un travail du rythme qui va faire que on a l'impression que tout avance trop vite et que finalement à la fin, il y a juste le ralenti qu'il faut pour faire en sorte que hop, on se pose, on comprenne la situation et on arrive à tout recadrer. Je sais pas si c'est la marque d'un génie ou en tout cas d'un excellent metteur en scène, mais c'est ce qui me marque à chaque fois, c'est Soderbergh. C'est cette maîtrise et cette clairvoyance dans la manière avec laquelle il compose ses métrages. Je pense qu'on peut effectivement dire génie. Pour moi, le mot n'est pas volé. Clairement. Casting. Un casting assez costaud, mine de rien. Un casting avec des nouvelles têtes chez Soderbergh, des têtes qu'il a déjà eu l'occasion de diriger, un petit peu de tout. 7 personnages principaux. Exactement. Par qui on va commencer? On va commencer par Pierce Brosnan. Ah d'accord. Celui qui est vraiment en arrière-plan. Qui a vieilli, mais qui a plutôt bien vieilli. Oui, c'est ça, voilà. Après avoir fait James Bond, maintenant il dirige les agents secrets. Non, il s'en sort bien, et bon, il est vraiment en toile de fond. Hein. C'est pas, je crois qu'on va le revoir dans 3-4 scènes grand maximum dans le film. Mais il imprime une présence, quelque chose de charismatique, quelque chose de fort, ça fonctionne bien. C'est le directeur, et ça se voit quand même qu'il s'est dirigé. C'est ça, clairement. On a Naomi Harris, Roger Jean Page, Marissa Abela et Tom Burke, qui sont tous les 4 juste parfaits. C'est les 4 collègues qui sont invités chez Catherine et Georges. Donc. Exactement. J'avoue avoir une préférence quand même pour Tom Burke et Marissa Abela, qui sont tous les deux vraiment magiques. Je les trouve excellents. Qui s'engueulent sans hurler. Ouais, non, mais de manière très classe en plus. Vraiment, pour le coup, je pense que ça doit être un exercice en tant qu'acteur très compliqué que de réussir à jouer l'engueulade sans monter dans les tons. Et pourtant... ils sont élégants tous les deux. Ah, avec une scène de plantage de couteau qu'on n'a jamais vue avant. Oh, qu'elle est savoureuse cette scène. Et nous avons donc en tête d'affiche Cate Blanchett et Michael Fassbender. Et dans des rôles quand même... alors, Michael Fassbender, je l'ai déjà vu comme ça, très robotique. On a notamment vu dernièrement dans The Killer, où il était un peu dans ce style-là d'interprétation. Mais très classe, je le trouve très élégant et il joue un type d'espion plus méthodique, ou en tout cas plus bureaucratique, mais je trouve qu'il y a tout de même beaucoup de gueule. Vraiment, il fonctionne bien. Mais
un peu trop robotique. Ouais, y a un truc qui m'a embêté, c'est dès que j'ai quelques taches de sauce je vais aller me changer. Excusez-moi, je vais me changer. Juste le côté, leur dit, bon, je finis avec cette chemise, ensuite je vais me changer. Là, ça me semblait plus humain. Mais bon, en même temps, il y a une réplique qui dit là-dessus, quand il va voir une de ses collègues, à un moment, j'ai presque cru que tu étais humain. Et ça, c'est classe. J'avoue, j'avais encore oublié cette petite réplique-là. Et en face, Cate Blanchett, donc, qui est bien. Je dirais pas qu'elle est forcément si détonnante que ça. Il y a même eu 2-3 scènes où je trouvais qu'elle avait un jeu qui était un petit peu border. Mais pour autant, je trouve qu'elle dégage quand même quelque chose de très charismatique à l'écran. C'est pas qu'elle est sobre, son personnage est un personnage qui se retient tellement... mais peut-être que c'est genre le côté trop anglais, si j'ose dire, de ces personnages-là. Puisque, Michael Fassbender, c'est quasiment chapeau blond et bottes de cuir, tellement je flegme. Et malheureusement, je trouve que ça bloque un petit peu Cate Blanchett. C'est pas qu'elle est mal dirigée ou qu'elle joue mal, ça c'est impossible, non. Mais c'est que son personnage, je trouve, il a presque l'air un peu coincé du cul. Oui. Alors que pourtant, c'est pas le cas du tout. Non, mais elle a l'air un peu coincée du cul, oui. Mais c'est... Donc ça donne un côté entre deux qui est un peu étrange. Oui, non mais je suis assez d'accord avec toi. En même temps, bon, un entre deux, ça donne toujours la possibilité justement de montrer un double visage. C'est ça. Et vu que c'est l'objectif de la base même de l'écriture et de la mise en scène, je pense que finalement c'est peut-être réussi. C'est pas un défaut, non. Mais c'est un peu étonnant pour nos goûts de français. Ça peut perturber en fait, mais pour autant, lorsqu'on met dans la perspective du film, on se dit c'est pas si déconnant par rapport à ce que le personnage a comme trajectoire dramatique. Donc c'est un jeu atypique, c'est un jeu qui passe moins bien que celui de Fassbender qui lui pour le coup a vraiment un objectif clair et pour le coup ça fonctionne très bien. C'est ça, mais ça reste intéressant et ça reste plutôt bien fait. Oui, ah bah ça bien sûr, bien fait. Comment ne pas apprécier Cate Blanchett, je veux dire. Exactement. Ça fait partie de ces actrices... Elle a passé le cap des 40 ans, 50 ans, simplement parce que elle est géniale. Ah, mais c'est une grande actrice de sa génération, elle a quasiment tout joué, elle est capable de jouer dans tout, y compris de faire des grands écarts entre, j'ai tout de suite en tête The Insider et l'année dernière Borderlands, quand même. Ah oui. Rappelons que dans sa carrière, il y a ce grand écart qui est digne d'un Jean-Claude Van Damme quand même, parce que là, pour le coup, c'est vraiment le grand écart où les deux jambes se regardent les doigts de pied. Voilà. Mais c'est à saluer. Ça démontre une énième fois que quand même, Cate Blanchett, c'est une actrice qui est capable de s'engager sur différents fronts et de toujours quand même remplir son objectif, c'est-à-dire être excellente du début à la fin. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de The Insider ou Black Bag? Eh bien, j'en retiens que Soderbergh est un génie, tout simplement. J'en retiens que j'ai été très bête de rater Présence, donc je vais rattraper de ce pas. Même si j'en attends déjà beaucoup de choses, parce que j'ai déjà vu quelques images. Donc je sais que ça va être bon. Ensuite, j'espère que je vais être à la hauteur en tant que spectateur pour apprécier le film à sa hauteur. Voilà. Mais en tout cas, celui-là, je l'ai apprécié, je l'ai dégusté. Tel un bon vin durant un repas où 2-3 amis s'engueulent bien comme il faut. Oui, voilà. Ce genre de truc-là, c'est succulent. Eh ben, je ne vais que confirmer ce que tu dis, mon cher Mathieu, c'est-à-dire que vraiment, si vous aimez les films qui parviennent à vous manipuler avec de l'élégance, avec du raffinement et avec juste ce qu'il faut de rire pour faire en sorte que vous passiez un bon moment, vous allez aimer The Insider de Steven Soderbergh. Sachez juste donc, encore une fois, c'est bon de le dire, que ça n'est pas un film qui a un seul plan de lecture et que vous risquez de passer par plein de stades émotionnels du genre « Oh tiens, dis donc, c'est très sérieux. Oh, en fait, il se balance des petites répliques un peu cinglantes, c'est plutôt drôle. Ah, on revient dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. Ouh, dis donc, il y a du suspense. » Voilà, c'est ce genre de film où vous allez faire plein de têtes, mais vous allez être content à la fin d'avoir fait ces têtes parce que du coup, vous aurez passé un bon moment. Le film passe très très vite, encore une fois, il dure 1h30. C'est saisissant, mais la maîtrise avec laquelle Soderbergh emmène son récit fait en sorte que il faut pas plus, il faut pas moins. C'est parfait, tout simplement. Donc ouais, The Insider de Steven Soderbergh, allez le voir. Vous allez passer un très bon moment devant, ça c'est indéniable. Un petit excellent film. Oh oui, comme un bon vin, je le redis. Ça me donnait envie de boire du vin ce film, ne cherche pas à comprendre. Merci mon cher Mathieu. Merci à toi. On se revoit très vite, je l'espère. Ah ben moi, encore une fois, chaque fois que tu me proposeras un film comme ça, je répondrai à l'appel. Je sais bien, et c'est pour ça que j'aime t'appeler pour te proposer des vidéos.
D'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Et surtout, allez voir de bons films parce que, vous savez, il existe un The Insider, mais plutôt un anti-The Insider. Il est français, ça s'appelle Le Plaisir de chanter, c'est un film d'espionnage où on parle beaucoup de cul aussi, mais c'est hyper mauvais. N'allez pas le voir, ce film est une merde. Celui-là, il est bon, l'autre, c'est une merde. N'allez pas le voir. Calme-toi, Mathieu, calme-toi.